Retrouvez les conseils d'observation de ciel et espace avec MEDAS, www.medas-instrument.com, et accédez désormais à tous les anciens numéros de Ciel et Espace grâce à l'abonnement numérique. Pour en savoir plus, rendez-vous sur ciel-et-espace.fr. Bonjour et bienvenue sur les podcasts de Ciel et Espace pour une nouvelle émission consacrée aux éphémérides du mois de mai 2021. En compagnie de Cyril Birnbaum et de Sébastien Fontaine, voici les spectacles du ciel que je vous conseille d'observer ce mois-ci. La belle apparition de Mercure au crépuscule à partir du 2 mai, la conjonction entre la Lune et Jupiter le 5, puis entre la Lune en fin croissant et Mercure le 13, et si vous habitez dans le Pacifique, ne manquez pas l'éclipse de lune du 26. Nous commenterons tous ces événements et ferons quelques excursions dans le ciel profond en compagnie de nos chroniqueurs. Cyril Birnbaum nous aidera en outre, comme chaque mois, à réussir une belle astrophoto et Sébastien Fontaine reviendra sur un événement astronomique marquant. Bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour. Sébastien, c'est à vous que revient chaque mois la lourde tâche de débuter cette émission. Dans votre chronique mensuelle, vous nous conviez pour quelques minutes à nous retourner sur le passé. De quoi voulez-vous nous parler aujourd'hui ? Alors on va s'intéresser à l'astronome de Samarcande et à la création de son observatoire. Alors l'astronome de Samarcande, ça évoque peut-être des petites choses dans l'esprit de certains des auditeurs, notamment le roman de Jean-Pierre Luminet, peut-être qu'on en parlera plus tard. Et puis Samarcande, ça évoque peut-être aussi un autre livre d'Amin Malouf qui s'intéresse à cette ville qui se trouve actuellement en Ouzbékistan. Alors on va s'intéresser à un astronome assez peu connu, je trouve, de la plupart de nos concitoyens, c'est Ulugh Beg. Ulugh Beg, au départ, c'est un prince turco-mongol du XVe siècle et qui a donc régné sur Samarcande et sa province. Et Ulugh Beg, eh bien, très rapidement, a délaissé les affaires politiques au profit des sciences, de l'astronomie et même des arts. Alors, ce garçon est un des petits-fils de Timur Lenk, qu'on appelle en Occident Tamerlan. Alors Tamerlan, je ne sais pas si vous connaissez un petit peu son nom, on retrouve parfois ce nom sous forme d'un adjectif en français dans des bandes dessinées par exemple, puisque souvent un Tamerlan ça va désigner un homme à l'allure plutôt guerrière ou conquérante, et donc c'est directement lié au tempérament de cet empereur Tamerlan, donc le grand-père de notre astronome. Alors Tamerlan, c'était donc un conquérant impitoyable. Il a bâti donc un empire immense qui s'étendait donc sur l'Ouzbékistan, je l'ai dit, mais aussi sur l'Arménie, l'Afghanistan, l'Irak, l'Iran, enfin toute cette région du monde. Et finalement, comme c'était le cas à l'époque, et bien avant lui avec Alexandre par exemple, et bien à chaque conquête, Tamerlan finalement s'emparait de tout ce qu'il y avait de savants, de lettrés ou d'artistes, et eh bien il les envoyait directement dans la capitale de l'empire, à Samarcande. Il connaissait la valeur des choses, des artistes et des savants, c'est bien, c'est un bon butin. Et exactement, mais même Bonaparte a fait des choses comparables beaucoup plus tard. Donc ça s'est toujours fait en fait. Voilà, on ne pillait pas que l'or et les pierres précieuses, on s'emparait également des cerveaux ou des artistes. On le fait encore aujourd'hui. Et donc Ulugh Beg, lui, il va devenir gouverneur de Samarcande à seulement l'âge de 16 ans. Et comme on l'a compris, contrairement à son grand-père, il n'est pas très chaud pour partir en guerre, pour étendre l'empire, et il préfère les sciences et les arts, réfléchir, la philosophie. Alors, il faut dire que durant toute son enfance, il a quand même participé aux campagnes aux côtés de son grand-père, donc il sait ce qu'est que de mener la guerre, mais son éducation était quand même confiée un astronome et mathématicien réputé à l'époque, Kadizadeh, et très vite Ulugh Beg s'est révélé assez doué en mathématiques, en astronomie et en musique. Et donc rapidement, quand il a eu les rênes du pouvoir, il a fait construire plusieurs médersas, on pourrait traduire ce terme par université. Et donc, ces universités sont très vite devenues réputées. Elles ont attiré beaucoup d'étudiants de tout l'Orient et puis aussi beaucoup de professeurs, de savants, puisque la médersa de Samarcande réunissait à cette époque-là 70 savants, des plus fameux savants finalement de l'époque. Et l'observatoire, j'y viens enfin,
a été inauguré en 1429. Donc Ulugh-Beg y a beaucoup travaillé, il a fait travailler aussi beaucoup de ses équipes, pourrait-on dire aujourd'hui. Et c'est là que, par exemple, on a de façon très précise mesuré l'obliquité de l'écliptique. Alors voilà, c'est un lieu qui se visite encore, hein. Il y a des vestiges. On peut partir en Ouzbékistan, ça se fait très bien. Enfin voilà, l'autre fois on parlait de différents voyages possibles. Eh bien voilà, pourquoi ne pas partir du côté de Samarcande, sur les traces d'Ulugh-Beg, de son observatoire. Et puis surtout, ce qui est intéressant, et ce sera le mot de la fin, c'est que sur le fronton de l'observatoire, Ulugh-Beg avait fait graver ces mots que l'on peut retrouver aujourd'hui. Ça a été restauré. Et donc, je cite Ulugh-Beg. Donc, sur le fronton était noté « Les religions se dissipent, telle la brume du matin. Les royaumes s'effondrent, telle la dune sous le vent. Seule la science s'inscrit dans le marbre de l'éternité. » C'est magnifiquement dit. Merci beaucoup, Sébastien, pour cette excursion du côté de Samarcande. Alors maintenant, on commence une nouvelle excursion céleste, cette fois-ci avec un petit tour dans le Taureau. Alors le Taureau qui est à droite d'Orion, n'est-ce pas, Cyril ? Oui, à droite d'Orion, c'est-à-dire que pour le retrouver, c'est assez facile. C'est que vous prenez le baudrier d'Orion, donc les 3 étoiles juste au-dessus de la nébuleuse d'Orion. Vous prolongez donc à droite. Et pas à gauche, comme vous l'aviez dit le mois dernier. Je confonds ma droite et ma gauche toujours. Mais ce qui est normal, parce que dans un télescope, c'est inversé, vous Exactement. savez. Et donc, vous partez bien sur la droite et vous tombez sur les Pléiades. Et au-dessus des Pléiades, vous avez le Taureau. Le Taureau. Alors, le Taureau, on pourra y voir en début de mois Mercure à l'aube. Justement, Cyril, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de cette petite planète qui est quand même pas très facile à voir? Enfin, oui, elle est pas très facile. Hein. C'est la première planète du système solaire, donc une planète tellurique. Elle a une grande excentricité, hein, c'est-à-dire qu'elle a une orbite très ovale. Ce qui est intéressant, en fait, c'est de se dire que il y a eu des phénomènes de résonance sur cette planète qui fait qu'elle fait 2 tours autour du Soleil pendant qu'elle fait 3 tours sur elle-même. C'est assez amusant d'imaginer ça. Depuis la Terre, même avec un beau télescope, vous n'imaginez pas voir des cratères, des choses dessus. Il n'y a pas grand-chose. Il y a 2 sondes qui l'ont visité en quelque sorte, sans se poser. Hein. Elle est même pas cartographiée à 100%. Pour l'instant, il va falloir attendre encore. Je crois que c'est une sonde qui arrive dans 4 ans. Bepi-Colombo. Voilà, c'est ça. Donc, il a dû partir en 2018. Et qui va nous en apprendre plus sur l'intérieur de la planète et surtout va cartographier à 100% cette petite planète. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'elle est comme elle est très proche du Soleil, hein, il y a une élongation qui doit être d'un peu moins de 30 degrés, c'est-à-dire qu'elle est toujours dans la lueur du Soleil, c'est-à-dire qu'elle est soit juste après le coucher du Soleil, soit juste avant, c'est-à-dire que vous l'aurez pas en opposition comme une Mars ou une Jupiter de l'autre côté. Hein. Elle est très très proche. C'est donc un peu la même chose que pour Vénus, mais dans un cas beaucoup plus alors compliqué. Vénus monte bien plus haut dans le ciel, là, elle reste très très basse sur l'horizon. Donc souvent, c'est quand on a notre premier télescope, on cherche à l'observer. Et je vous avoue que ça fait bien 30 ans que j'ai pu du tout essayer. J'avais dû prendre quelques photos au début, j'ai vu qu'il y avait un petit croissant et puis j'ai rapidement arrêté de le faire. Alors par contre, si vous l'avez jamais vu, ça vaut le coup de la regarder parce que là elle sera d'une magnitude de -1, donc c'est quelque chose d'assez lumineux, hein. C'est plus lumineux que Vega, c'est comme une Sirius dans le ciel, et là elle sera assez facile à voir parce que donc le soleil ce 2 mai va se coucher vers 21h, un peu après 21h, donc si vous attendez une petite demi-heure, il commence à faire un petit peu plus nuit, on va dire. Vous allez voir Vénus, donc bien brillante, elle, qui va apparaître. Et si vous regardez la distance qu'il y a entre Vénus et le Sol, et l'horizon, donc c'est 4 degrés. Si vous prolongez une fois cette distance donc vers le zénith, vous allez tomber sur un point lumineux qui est Mercure. Alors si vous avez un doute, vous prenez une petite lunette ou idéalement un télescope, et si vous commencez à grossir, vous allez voir une phase sur cette planète. Très bien, planète étrange, vous avez dit 2 jours pour tourner sur elle-même, 3 jours pour faire le tour du Soleil, ça veut dire que sa journée est plus longue que son année en fait. Alors c'est sa journée est plus longue que son année, oui c'est ça. Donc c'est un monde vraiment bizarre. C'est tiers, ouais. On passe au 5 mai, Jupiter sera en conjonction avec la Lune qui sera en croissant.
Sébastien, au-delà de la conjonction qu'il faut contempler, j'imagine, à l'œil nu, qu'est-ce qu'il y a des choses intéressantes à voir au télescope sur ce croissant de lune le 5 mai ? Oui, comme toujours. Alors là, attention quand même parce que la Lune va se lever vers 5 heures du matin, le Soleil 1h30 après, donc on n'a pas beaucoup de temps pour observer dans un ciel qui progressivement va s'éclaircir. Alors c'est vrai qu'une observation lunaire, on n'a pas toujours besoin d'avoir un ciel très très sombre pour profiter des spectacles. Et là, ce que je vous propose de faire, c'est de prendre comme point de départ la partie nord du terminateur, donc cette limite jour-nuit sur la Lune. Donc vous observez avec un instrument. Pour mon observation, là, ce qui serait bien, c'est d'avoir au moins un 150 mm, donc ou un 115, voilà, un télescope de 115 mm d'ouverture ou un 200, c'est ce qu'il y a de plus utilisé aujourd'hui, j'ai l'impression. Donc vous prenez votre instrument, vous allez vous balader le long du terminateur. Donc on part du nord de la Lune, pas très loin du limbe nord. Vous allez traverser la mer du Froid et puis tomber surtout sur le fameux cratère Platon qui sera à peu près pile dans le terminateur. Donc Platon, vous savez, c'est ce grand cratère qui fait 100 km de diamètre, une profondeur d'à peu près 2 km et qui a cet aspect tout à fait lisse. Et assez étonnamment lisse d'ailleurs. Donc vous survolez Platon avec votre lorgnette, vous descendez toujours en longeant le terminateur en direction du sud, et là vous tombez sur le cratère Ératosthène. Aidez-vous d'un guide pour être certain de tomber sur Ératosthène, puis vous bifurquez en direction du sud-ouest au départ d'Ératosthène pour un autre cratère extrêmement célèbre, c'est Copernic. Et moi, ce qui m'intéresse de vous montrer, et ce qui se passe entre Ératosthène et Copernic, on va chercher les restes finalement d'un cratère, Stadius. Stadius, on passe souvent à côté sans le remarquer. Il est pourtant d'un diamètre assez important. Il frise à peu près les 80 km de diamètre, si je me trompe pas. Et donc, on a affaire à un cratère d'impact qui a été partiellement effacé par des coulées de lave plus récentes que l'impact. Et si vous avez vraiment un ciel de bonne qualité avec votre télescope de 200 mm avec un grossissement important, et là faut pas hésiter à grossir au maximum de ce que la turbulence ou le matériel va vous permettre de faire, eh bien vous êtes attentif au niveau de ce cratère Stadius. Donc vous allez remarquer les contours un petit peu estompés de ce cratère, et à l'intérieur du cratère et tout autour plein de tout petits cratères qui sont finalement dus au bombardement des éjectats liés à la formation du très gros cratère Copernic qui se trouve donc plutôt sur l'ouest de Stadius. Donc voilà, donc je vous invite à regarder un petit peu ce cratère, assez méconnu finalement, et ça change des observations classiques des grands cratères lunaires. Donc Stadius, voilà, essayez de vous balader de son côté. Très bien, dans Stadius donc se trouvent les stigmates de l'impact qui a créé Copernic, si j'ai bien compris, c'est ça, hein ? Exactement. Alors on passe au 13, le 13 mai. Un très fin croissant de lune s'approche de Mercure. Là encore, c'est un croissant qui est difficile. Est-ce que ça peut être photographié, Cyril, cette scène ? Ça vaut le coup de le faire, là. Ça vaut vraiment le coup de le faire parce que la Lune est éclairée à 4%, donc ça fait déjà un beau croissant. Et ce qui est amusant, c'est que si vous mettez Mercure dans le même champ, Mercure, c'est un premier quartier de Mercure en quelque sorte. Elle est éclairée à 46%. Les deux sont à 2 degrés l'un de l'autre. 2 degrés, ça veut dire que si vous avez ça rentre tout juste dans 1 mètre de focale, donc il faut pas prendre 1 mètre de focale parce que ça va déborder. Ça marchera pas. Par contre, si vous prenez un 600, entre 600 et 1 mètre, donc peut-être un 300 avec un doubleur, et ben vous allez réussir à avoir les deux astres en même temps sur votre capteur. Donc ça vaut le coup d'essayer. Donc là, il suffit d'avoir un pied photo et de faire plusieurs photos à partir de 22 heures et de cadrer de telle façon que vous avez les deux croissants ensemble. Donc les deux croissants sont photographiables dans le même instrument. Ça vaut le coup d'essayer. Alors ce qui va se passer, c'est que Mercure restera très très petite, c'est-à-dire qu'il va falloir grossir énormément pour avoir quelque chose pour Mercure, mais on va dire avec le pouce et l'index, en tirant un peu sur la tablette, vous arriverez à avoir quelque chose. Très bien, donc à tenter le 13, réussir à capturer les deux croissants de la Lune et de Mercure dans un instrument. Le 26, nos auditeurs de Tahiti ou de Nouvelle-Calédonie vont pouvoir profiter d'une éclipse de lune. Sébastien, à quelle heure se produit le maximum de cette éclipse ?
Ça va se passer entre 11h et 11h30 en TU, hein, donc c'est un phénomène qui va être relativement court quand même, mais comme vous le disiez, on ne sera pas forcément les mieux placés pour en profiter. Je sais que Cyril est en contact avec des gens pour l'observation, il a peut-être des choses à nous préciser. Alors effectivement, il y a 2 associations qui font de l'astronomie sur Papette et entre autres sur les différentes îles. On a une association qui s'appelle ProScience, qui a un planétarium gonflable, qui est itinérant, et la mission de ProScience, c'est d'organiser la fête de la science, de faire pas mal de choses en lien avec l'écologie dans les écoles, dans les collèges, dans les lycées. Eux ont prévu en fait de faire la semaine avant donc ce 26 mai, de faire une sensibilisation, c'est-à-dire des séances de planétarium. Ils ont déjà un local prévu, alors faut espérer que qu'ils soient pas confinés, qu'ils puissent le faire, et de montrer donc l'éclipse aux personnes qui iront observer. La seconde association, c'est la Société d'astronomie de Tahiti, qui a un télescope de 600 mm de diamètre, donc c'est un beau télescope déjà, et eux sans doute observeront le phénomène cette nuit du 26 mai à minuit en gros. Donc il faudra aller regarder sur leur site différent pour savoir exactement où aller. Alors justement, je leur ai demandé, parce que moi je suis jamais allé à Tahiti, donc de leur demander où était le meilleur spot pour observer. Alors ils m'ont donné des coordonnées en rigolant un peu. Alors je te les donne, Sébastien, peut-être c'est moins 21 degrés 07 minutes en latitude et moins 163 degrés 57 en longitude. Alors j'ai regardé quand même où ça tombait. Ça tombe en plein milieu de la mer sur les îles Cook là. Donc je me suis posé la question, pourquoi ils me donnent cet endroit-là? Parce que là on est au milieu à moins d'avoir une pirogue et de se barrer avec une pirogue. En plus moi qui fais de la photo, une pirogue c'est pas pratique, ça bouge un peu. Donc je me suis posé la question et en fait j'ai compris après, et c'est vrai que c'est rigolo cet endroit-là, c'est l'endroit où la Lune est au zénith. Au moment du maximum, elle est juste au-dessus de votre tête à 90 degrés. Et c'est vrai que là, la photo doit être grandiose. C'est-à-dire que si vous prenez un fisheye, un 8 mm que vous mettez sur votre appareil, donc vous le posez par terre, pas besoin de pied au final, vous le mettez, par terre, sur un bout de la pirogue. Donc, il faut que la pirogue bouge pas pendant une vingtaine de secondes. Et à ce moment-là, vous allez avoir une gommette rouge au zénith. Donc l'éclipse de lune, bien sûr, donc bien cuivré. Et ce qui est rigolo sous cette latitude, c'est que on a l'arche de la Voie lactée qui traverse complètement le ciel dessous, ce qui est pas fréquent. Donc vous allez avoir à 70 degrés au maximum l'arche de la Voie lactée et la lune au-dessus. Donc une photo à faire. Donc je redonne la latitude si vous avez le temps d'y aller. Rendez-vous. Moins 21 degrés et moins 160 degrés de longitude avec une pirogue. Donc voilà. Embouteillage de pirogue assuré là. C'est ça, les places vont être chères. Les millions de personnes qui nous écoutent, il y aura du monde, ils vont t'en vouloir. Très bien, écoutez, merci beaucoup pour ces précisions sur tous ces éléments. Je voulais qu'on parle un petit peu aussi de ciel profond, prendre un peu de temps pour parler de ces objets dont on parle peu. Je pensais aux amas globulaires, parce qu'il y en a quelques-uns à observer dans le ciel. Sébastien, est-ce que vous pouvez nous dire quelque chose sur ces M3, M5, M13 là qui se baladent dans le ciel en ce moment? Oui. Alors ça fait partie pour certains des stars des beaux jours. Je pense à M13, donc amas globulaire, donc ces amas d'étoiles, ces grappes d'étoiles qu'on trouve plutôt en périphérie de galaxies, qui vont compter pour M13, je crois, jusqu'à 1 million d'étoiles. Je crois que c'était à peu près ça qu'on pouvait dénombrer. Donc ce sont des objets qui sont plutôt réputés pour être assez anciens, puisque on va plutôt trouver des étoiles anciennes dans ces amas, très peu de nébulosité, très peu d'endroits où des étoiles nouvelles se forment. Alors vous le disiez, il y a plusieurs amas globulaires à observer. On va commencer par M13, c'est sans doute un des plus connus en tout cas dans cette partie du monde. M13 se trouve dans la constellation d'Hercule. Il est à la limite de la perception visuelle. Avec une paire de jumelles, on le détecte sans aucun problème. Donc dans la constellation d'Hercule, il se trouve... Alors si on arrive à imaginer Hercule comme vraiment ce personnage mythologique, eh bien dans le ciel, M13 se trouve sur un des flancs du bonhomme au niveau de son torse. Voilà, donc ça, il est assez facile à retrouver dans le ciel avec une paire de jumelles. Alors M13,
devient vraiment intéressant avec même une lunette d'initiation, une lunette de 60 mm avec un grossissement assez faible de, je sais pas, 35, 40, 50 fois, 35 fois, allez, eh bien, vous commencez vraiment à voir cette grappe d'étoiles. Et honnêtement, cet objet M13, et c'est vrai aussi pour la plupart des amas globulaires, ça devient magique avec des instruments très imposants. Si vous avez un 200, un 300, un 600, plus encore, que sais-je, avec des grossissements de plusieurs centaines de fois, eh bien, vous allez vraiment entrer à l'intérieur et même avec un seul œil, avoir parfois le sentiment de relief. Ça me le fait parfois quand j'observe M13 ou quelques autres amas globulaire, donc vraiment le sentiment de voir une boule quasiment sortir de l'oculaire. Donc voilà, M13 c'est vraiment un des objets immanquables du ciel, mais voilà, ce serait dommage de ne pas aller vers d'autres amas globulaires, comme par exemple vous évoquiez M3 je crois. M3, donc c'est un autre amas globulaire. Là on est plutôt du côté du Bouvier, donc celui-ci n'est pas aussi brillant que M13, mais bon, il est quand même assez intéressant parce qu'il est quand même très très compact, et quand on observe vraiment avec pareil avec un télescope qui grossit au moins 150 fois, eh bien on arrive à distinguer très bien ces étoiles, et dont certaines colorées qui se trouvent un petit peu en périphérie de l'amas globulaire. Donc M3 c'est un autre challenge que M13, et puis vous voulez continuer la balade céleste du côté d'autres amas globulaires comme M5 par exemple. Donc M5 qui lui va être visible avec une paire de jumelles. M5 qui se trouve d'ailleurs dans quelle région du ciel, Sébastien ? Alors là, on est dans la tête du serpent. Tu confirmes, hein, Cyril? J'ai un doute là. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que pour retrouver M5, bon, c'est pas si simple que ça. Hein. C'est un endroit où il n'y a pas beaucoup d'étoiles, et puis on n'a pas forcément l'habitude d'aller dans cette zone-là. C'est-à-dire que le plus simple, c'est de prendre la tête du serpent. Donc c'est le petit triangle là. Et sous ce triangle, si vous descendez vers l'horizon, vous allez tomber sur deux étoiles, dont une un peu plus brillante que l'autre. Et une fois que donc vous visez au chercheur ou à la paire de jumelles cette étoile, enfin ces deux étoiles, dont une qui est bien brillante, qui est la plus brillante, qui doit être alpha du serpent, à ce moment-là vous partez directement à droite, et vous allez arriver à peu près 3 ou 4 champs de chercheurs sur cet amas globulaire. Et il est pas très brillant, hein. C'est-à-dire que faut imaginer quelque chose qui est un petit amas d'étoiles au milieu de rien. Par contre, ce qui est intéressant pour ajouter par rapport à M13, c'est que ça vaut le coup de commencer ces observations en mai, parce que si vous l'avez jamais fait, M13, alors il paraît facile, M3 il paraît facile, mais en mai ils sont encore ras sur l'horizon par rapport au mois de juillet ou août, où vous allez vouloir le montrer à toute la famille ou à tous vos amis. Donc ils sont beaucoup plus simples à observer donc sur ce mois de mai que bien plus tard. Et puis il y a un autre amas à observer, c'est un autre amas qui est à côté d'Hercule. On part d'Hercule qui est M92, donc toujours un amas globulaire. Et donc là il suffit de partir de nouveau de M13 là donc, et puis vous vous déplacez uniquement en alpha, et là il doit y avoir 2-3 champs de chercheurs, et sous une petite étoile qui est un petit peu plus brillante que les autres, vous retombez sur cette amas globulaire M92. Très bien, merci messieurs pour cette petite excursion du côté des amas globulaires. Alors l'heure de la chronique photo est arrivée. Cyril, vous nous conseillez chaque mois sur la meilleure façon de réussir une astrophoto en partageant vos astuces, voire en nous livrant vos secrets. Et ce mois-ci, quel est le thème de votre chronique ? C'est prendre en photo des voitures. Alors je sais pas si c'est la période du salon de l'automobile, je ne sais pas quand c'est, on va dire, mais c'est pas si simple à prendre, hein. On a tous déjà vu des photos de Nightscape où on voit ces traînées de feux arrière de voitures, ou ces paysages éclairés par des phares de voitures, avec la Voie lactée au-dessus, avec une Voie lactée ou avec des étoiles, la grande ours, n'importe quoi, ou une lune tout simplement. C'est pas si simple. Il y a une petite astuce. Alors je vais essayer de vous la donner. Alors, il y a même 2 astuces.
c'est-à-dire que pour prendre en photo la route et les voitures, la première astuce, c'est de ne pas se mettre au milieu de la route. Ah oui, en pleine nuit. C'est pas une bonne idée. Donc bien se décaler, forcément. Sinon, c'est le matériel minimum, c'est un pied photo, un appareil photo, éventuellement une télécommande, mais pas forcément nécessairement. De bien connaître son appareil photo pour pouvoir être capable de le débrayer la nuit, et d'avoir un joli premier plan, donc un joli site avec des voitures qui passent. Alors, voitures qui passent, ça veut dire que vous pouvez aussi le faire en ville, c'est pas un problème. L'astuce, en fait, ça va être que vous allez être obligé de faire 2 images. Une image de ce premier plan, avec ces voitures qui circulent, et une seconde image du ciel. C'est-à-dire que ça va être très compliqué d'avoir les deux en même temps parce que c'est pas la même idée. C'est-à-dire que pour le ciel, il va falloir ouvrir l'objectif au maximum et puis poser assez longtemps. Pour le premier plan et avoir les filets d'étoiles, il va falloir fermer au maximum, fermer énormément l'objectif, donc lui laisser passer un minimum de lumière, ce qui va permettre en fait d'avoir un filet de feu arrière ou de phare le plus fin possible et qui va pas saturer complètement toute l'image et vous faire des reflets un petit peu partout. Donc première image, donc la philosophie c'est trouver donc le paysage, enfin ce que vous allez prendre en photo, fermer votre objectif à f8, f11, donc avoir plutôt un grand angle. Donc vous mettre à un endroit où il n'y a pas de danger et pas une voiture qui va vous arriver dessus évidemment, et puis poser assez longtemps. Alors assez longtemps, ça veut dire que votre objectif en fait c'est que la voiture passe d'un bord à l'autre de la photo, que ça soit la même voiture qui circule d'un côté à l'autre. Donc il va y avoir un dosage à faire. Vous avez fermé à f8, f11, et le dosage en fait c'est le temps de pause, c'est-à-dire que vous savez qu'il faut 10 secondes pour passer d'un bord à l'autre à la voiture. Alors ça dépend évidemment de la vitesse de la voiture, mais ou ça peut être un vélo, ça peut être n'importe quoi, ou votre gamin avec un skate éclairé, ça peut être tout ce que vous voulez. Et puis donc ce que vous avez à faire c'est calculer grosso modo le temps d'exposition et de rajouter un peu quelques secondes d'un côté et de l'autre en supposant que la voiture va mettre un peu plus de temps ou pas. Une fois que vous avez ça, il va falloir doser. Et le dosage, en fait, vous avez la main uniquement sur la sensibilité donc de votre appareil. Donc vous allez jouer sur la sensibilité pour éclairer correctement ce premier paysage. Donc ça vous fait une première image qui est bien exposée. Et puis deuxième image, vous ne tenez plus compte de ce paysage, de ces voitures qui passent. Et là, vous vous exposez uniquement sur le ciel étoilé. Et sous un logiciel de traitement d'image, vous vous amuserez comme ça à fabriquer, à faire un sandwich de l'image bien exposée en bas et l'image bien exposée en haut. Et les voitures qui passent sous la voûte céleste, ça ne pollue pas cette image de voûte céleste? Non, parce qu'en fait, vous allez faire un sandwich, vous allez tricher, c'est-à-dire qu'en fait, vous allez doser avec un masque de fusion, c'est-à-dire que vous allez en fait avoir sur vos 2 images l'une sur l'autre, 2 calques en quelque sorte, avec l'image du premier plan et l'image des étoiles, et vous allez vous amuser à doser cette jonction pour que ça ne se remarque pas. Très bien, merci pour cette astuce. Évidemment, c'est pas aussi simple qu'on l'aurait imaginé. C'est pas du tout simple, oui. La fin de cette émission approche. Sébastien, Cyril, c'est le moment de dévoiler vos coups de cœur du mois. Je répète, la liste, un astre, un livre, une mission spatiale, une exposition, un astronome, un instrument, ou ce que vous souhaitez du moment que ça concerne l'astronomie. Vous avez le choix. Sébastien, quel est votre choix ce mois-ci ? Alors on va parler de l'ouverture d'un nouveau planétarium au cœur de Paris. Ça s'appelle les Étincelles du Palais de la Découverte. Je pense que vous me voyez revenir. Ah oui. Donc le Palais de la Découverte historique a fermé ses portes il y a déjà plusieurs mois pour, rappelez-vous, quelques années de travaux. Réouverture prévue aux alentours de 2025. Et dans l'intervalle de temps, je n'avais parlé il y a quelques temps, un Palais de la Découverte dit éphémère s'est installé dans le 15e arrondissement de Paris. 3 salles d'exposition et d'exposés ont été installées et jouxtant ces salles de médiation, il y a donc un petit planétarium avec une coupole de 8 mètres de diamètre, une salle qui permet d'accueillir 46 personnes, je crois, un peu moins de 50 fauteuils ont été installés et donc vous aurez l'occasion d'entendre parler du ciel dans cette partie de Paris en attendant le retour du Grand Palais. Voilà, donc je voulais juste donner faire un petit clin d'œil à ce palais éphémère. Donc le nom officiel, c'est les Étincelles du Palais de la Découverte dans le 15e arrondissement de Paris. Merci Sébastien.
Cyril, quel est votre coup de cœur ce mois-ci ? Alors moi aussi c'est de la promotion au final, puisque je vais vous parler de l'Association française d'astronomie qui organise une nouvelle chose ce mois-ci. Alors vous connaissiez tous sans doute les rencontres photographiques de Carcan, donc qui ont lieu tous les ans depuis 4-5 ans. Ça se passe dans le Médoc, c'est à l'ouest de Bordeaux, entre le lac d'Ourtin et puis l'océan. Donc vous avez une centaine de photographes qui passent leur journée en journée à faire des ateliers. Il y a tous les ateliers, de débutants à experts, on va dire, et puis la nuit à prendre des images et à apprendre surtout à traiter ces images, à faire le traitement d'images pour faire ressortir la belle photographie. Depuis un petit moment aussi, on a les cours de l'Association française d'astronomie en ligne, donc des cours de photographie. Eh bien, depuis quelques jours, vous avez en plus la masterclass photo, c'est-à-dire que vous allez pouvoir vous inscrire à un cours avec un photographe célèbre, reconnu, qui va vous raconter comment il fait la prise de vue, comment il fait les traitements, et puis par la suite, vous aurez 2 mois pour limiter en fait le faire une photo comme lui, et il y aura sûrement une élection, la mise en avant de telle ou telle image, avec un retour et les conseils d'experts en photographie. Donc toutes les infos sont à retrouver sur le site de l'Association française d'astronomie, donc afastronomie.fr. Qu'on se le dise, rendez-vous sur le site web de l'Association française d'astronomie. Et les éphémérides sont terminées pour ce mois-ci. Merci Sébastien Fontaine, merci Cyril Birnbaum pour vos conseils d'observation. Merci à Nicolas Franco qui était à la technique. Cette émission a été présentée comme chaque mois par David Fossé. Je vous donne rendez-vous au mois de juin. D'ici là, bonnes observations et bien sûr, songez à vous abonner à Ciel et Espace.